for Good projet sur les fonds d'investissement d'Audencia. Je suis alumni de l'Audencia, j'ai fait un exécutif immobilier. Donc j'ai été sollicitée en 2020 pour participer à la réflexion collective pour l'élaboration du plan stratégique de l'école d'Audencia, qui s'appelle ECOS 2025. On m'a demandé d'animer le groupe thématique alumni et d'avoir un big idea. Donc on a brainstormé tous ensemble. Je ne suis pas la seule responsable de cette idée-là, mais c'est vrai qu'elle est un peu sortie d'un coin de mon cerveau en disant, par rapport au constat du manque de dynamique sur les communautés d'alumni qui s'éloignent toujours de leur école et qui interagissent moins temps avec l'école qu'avec les étudiants, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait réintégrer les alumni au sein d'une communauté de l'école et faire que toutes les parties prenantes de l'école, également le staff, les profs, arrivent à interagir tous ensemble. Et c'est effectivement le problème qu'on a posé. Dans la course au classement, vous savez que toutes les grandes écoles portent un intérêt très fort au classement et aux accréditations. Donc les grandes écoles disposent d'un atout majeur, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc c'est la force de leur communauté principalement composée en termes de dynamique des étudiants et des alumni pour ce qui concerne l'Open for Good, mais également des professeurs qui ont des publications et puis des directions support qui amènent l'école là où elle est effectivement. Donc, mais effectivement, donc, dans la force, je vais laisser Virginie s'installer. Donc cette force de cette communauté mérite d'être dynamisée parce qu'avec le temps qui passe, le sentiment d'appartenance s'amenuise et les relations se passent principalement sur LinkedIn. Quand on va être dans l'environnement de Token for Good, on va se rendre compte que LinkedIn est l'un de nos principaux concurrents. C'est là où le réseautage se fait maintenant. Donc LinkedIn, c'est, je ne sais plus, je l'ai noté ici, quelques millions d'utilisateurs, je ne vais même pas noter. Mais si je reprends juste le cas d'école d'Audencia, Audencia c'est 7000 étudiants, pour mon an, c'est 32 000 alumni. Et on a environ 1500 alumni qu'on estime être engagés au sein de la communauté. Donc vous êtes sur un ratio de 2%, 5%, donc c'est effectivement pas assez pour dynamiser cette communauté. Donc la question c'est de se dire comment on peut reprendre la main par rapport aux réseaux sociaux, comment on peut dévier une partie du flux qui se passe sur LinkedIn et comment on peut aussi valoriser ce capital. La force de leur communauté, c'est un capital immatériel pour l'école. Comment est-ce qu'on peut arriver à valoriser ce capital? Donc la solution qu'on a eue tous ensemble et l'idée qu'on a creusée, c'était de célébrer l'engagement et la reconnaissance. Au fil des ans, le sentiment d'appartenance s'amenuise. Pourquoi? Parce que les contributifs ne sont pas forcément reconnus pour leur contribution. Ils sont toujours sollicités. Donc voilà, leur implication s'essouffle un peu. C'est toujours moi qu'on appelle pour être contributeur sur un jury, c'est toujours moi qu'on appelle pour donner une conférence, c'est toujours moi qu'on sollicite pour être mentor des étudiants. Donc ça peut effectivement s'atténuer, s'amenuiser dans le temps. Et puis également, les autres ne pensent pas forcément à revenir vers l'école pour proposer ce type de contribution. On s'est dit comment passer d'un réseau de diplômés à une véritable communauté d'alumni. Et au-delà des alumni, il était intéressant d'enlever l'ensemble des parties prenantes de l'école dans cette réflexion. Et donc on s'est dit, eh bien, on peut proposer une solution innovante, une plateforme collaborative qui est dédiée donc à l'animation et à la valorisation d'une communauté. Sur notre terrain de jeu, Audencia dans un premier temps, puisque c'est notre terrain d'expérimentation. Et c'est l'idée qu'on a eue, qui a été présentée donc à Audencia, qui a été retenue. Et quand Martin disait que Marie-Odile était marraine, bien oui, finalement Marie-Odile était marraine. Je me souviens très bien d'être dans la plénière, devant plein de monde, alors plus ou moins avec des masques, plus ou moins, on était plus ou moins sortis de Covid et de confinement. Et je présente la solution Token for Good et je vois à un moment donné Marie-Odile apparaître en écran là-bas et je vois que c'est la directrice des transformations digitales de l'école et je dis mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Et donc Marie-Odile a dit mais c'est une excellente idée,
Ça rentre parfaitement dans la stratégie de transformation digitale de l'école. Donc tu étais directement du projet marketing. Comment est-ce qu'on peut effectivement développer une plateforme valorisée? On a besoin pour que ce dispositif fonctionne, on a besoin pour que ce dispositif fonctionne qu'il soit tracé, certifié, enregistré. Donc l'innovation de Token for Good par rapport à d'autres plateformes de gestion de communautés qui existent, c'est d'apporter une technologie blockchain. Et là, c'est Stéphane qui parlera plus de cette technologie que moi. Je me suis intéressée uniquement à l'usage qu'on pouvait faire de cette technologie et non pas au nœud pour la faire fonctionner. La technologie blockchain donc, permet de certifier les contributions de ses membres et ainsi d'objectiver la qualité des flux des échanges. Ça se passe sur un cercle vertueux, cette plateforme. Chaque contributeur devient bénéficiaire de services. Je contribue d'une façon ou d'une autre, je suis mentor. Je vais voir ma contribution enregistrée et certifiée avec un certain niveau de valeur. Et ça, c'est la blockchain qui va gérer ces paramètres-là de façon communautaire. Je vais gagner des tokens, puisqu'une blockchain émet des jetons numériques, qui s'appellent des tokens, d'où le nom de notre solution, Token for Good. Je vais gagner des tokens et ces tokens vont me donner droit à des contreparties en service. On n'est pas là pour monétiser les relations, on n'est pas là pour faire gagner une Game Boy. On est là pour contribuer au partage de la connaissance, des expériences. On est au sein d'une école. Donc on reste dans cette culture du partage du savoir. Donc les services qui sont proposés aux contributeurs relèvent de familles, de grandes familles qui bénéficient donc à la formation continue, à la participation à des conférences inspirantes, à du coaching professionnel, du développement personnel, à l'accès aux ressources documentaires de l'école, parce que quand on est à l'école, quand on est étudiant, on a accès à un knowledge hub qui est très riche chez Audencia, mais quand on devient diplômé, eh bien, les accès sont coupés et on n'a plus forcément les bases de données qui peuvent être intéressantes, notamment quand on est en reconversion ou en création d'entreprise. Et la dernière grande famille sur laquelle on travaille, c'est la marque employeur. Bien évidemment, vous avez un vivier extraordinaire d'étudiants, donc vous avez un accès privilégié à ce vivier d'étudiants. Et puis on peut travailler aussi avec vous la participation à des forums, mais la rédaction d'annonces pour pouvoir atteindre l'ensemble de ces étudiants. La technologie, j'en parle très vite parce que c'est plutôt Stéphane qui reviendra dessus. Une blockchain, tout le monde sait ce que c'est. C'est bien, donc ça va être plus rapide. Donc vous savez, nous, ce qui nous intéressait dans la blockchain, c'est ces mots-là. La communauté, la blockchain, elle est développée au sein d'une communauté. Et donc, c'est le fait que ça soit transparent pour l'ensemble de ses membres, que toutes les transactions soient finalement validées par l'ensemble des membres par un système de nœuds, ça nous donne un consensus. Et ça, c'est un principe fort. On a trouvé que la technologie blockchain était vraiment la technologie communautaire par excellence. Et puis la transparence, puisque l'ensemble des membres peuvent voir toutes les transactions qui ont été faites et valider les transactions à venir, et ça se fait en transparence et en toute confiance. Et en discutant avec un protagoniste proche de Token for Good, qui est membre de notre conseil d'administration, qui est une start-up nantaise qui s'appelle Ocode, qui a développé sa blockchain en propre, le grand dada d'un des fondateurs, c'était d'aboutir à une communauté de confiance. Et il avait été super intéressé par notre projet parce que lui, là, vous êtes en train de pouvoir créer une communauté de confiance. Je peux ajouter peut-être deux mots. C'est un registre partagé et la force, c'est que c'est immuable, ça ne va pas tomber en panne parce que c'est décentralisé et donc public, comme tu disais, donc traçable, c'est des vertus. On ne retrouve pas dans une base de données qui est centralisée par essence et qui peut tomber en panne ou être attaqué. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est pérenne, immuable, traçable. Alors c'est une technologie nouvelle, elle fait partie du Web 3. On dit toujours que le Web 3 c'est le futur Internet, l'Internet de demain. C'est une technologie qui est encore un peu rebutante pour une certaine génération, la mienne. Si on n'est pas un peu curieux, on n'y va pas. En revanche, c'est une technologie qui est complètement appropriée par les étudiants de l'Audencia. On s'en est rendu compte en confrontant notre projet à différentes générations d'étudiants. Pour votre problème, ils sont gamers, donc ils sont habitués à ces systèmes. Et puis c'est une technologie qui existe depuis plus de 20 ans, hein. C'est juste des morceaux qui ont été mis ensemble avec la cryptographie, les systèmes de
registre partagé, c'est peut-être un peu moins... c'est peut-être un peu plus comptable. Un peu plus comptable. Alors c'est effectivement la définition propre de la blockchain, c'est un registre partagé, transparent, ouvert à tous. Voilà, moi je trouve que c'est moins sexy, moins fun. On a encore du travail à faire pour trouver les mots du vendeur. On a travaillé sur un cas d'usage. Je vous ai dit que Token for Good était né dans le giron d'Audencia. Donc c'est effectivement notre premier terrain d'expérimentation. On ne va pas s'arrêter à Audencia. Ce n'est pas un produit développé pour Audencia, même si Audencia croit en projet, le finance et sera le premier utilisateur. C'est un produit qui est destiné à être commercialisé auprès d'autres grandes écoles qui ont des problématiques de gestion de communauté d'alumni d'étudiants, mais que ce soit des écoles d'ingénieurs, d'architectes, des écoles de commerce, bien évidemment. Et puis au-delà, si tout ça, ça s'engage bien, eh bien, ça sera une façon de démontrer que cet outil peut s'adapter à tout type d'organisation qui a un souci d'animer sa communauté. On peut penser à des organisations professionnelles, des fédérations professionnelles. Le premier cas d'usage qu'on a mis en place, c'est le mentoring entre les alumni et les étudiants, parce que c'est une fonctionnalité, un service qui était déjà proposé par Audencia, et ça nous permettait d'avoir un référentiel de comparaison. Le bénéfice du mentoring, pour un mentor, c'est un partage d'expérience, une détection de futurs talents. Donc on est dans ce que je vous disais tout à l'heure, on est toujours dans ce partage de bénéfices d'accès au savoir, de marque employeur dans le cas de futurs talents. Et pour le mentee d'étudiants, c'est une meilleure employabilité et l'accès à un réseau. L'employabilité, c'est un des critères qui est pris en compte par le classement des grandes écoles. Plus une grande école est capable de démontrer qu'elle propose une bonne employabilité à ses étudiants, plus elle monte dans le classement. Et pour démontrer cette capacité à offrir une bonne employabilité, quoi de mieux que finalement la blockchain qui donne une preuve irréfutable que ce type de transaction, donc d'interaction entre un mentor et un mentee, se passe. Alors on travaille aussi sur le mood, on ne s'appelle pas Token for Good pour rien. Donc le token, en fait, c'est la partie utility token de Token for Good. Utility token, c'est un jeton de service. Donc on est bien dans le partage de savoir et le partage de services. Mais on voulait aussi travailler le good, et là c'est la deuxième jambe de Token for Good, c'est le certification token. Pourquoi pas profiter de ce que nous propose la blockchain en matière de certification et de traçabilité pour aller plus loin que le simple échange de services et apporter de la certification visible sous forme de badge. Donc je vous le disais tout à l'heure, Token for Good s'appuie sur un cercle vertueux où chaque contributeur devient bénéficiaire. Chaque membre crée de la valeur en contribuant, il reçoit de la valeur, c'est un modèle gagnant-gagnant pour la communauté. Là, on est sur la partie utility token. Mais comme Token for Good a développé un savoir sur la blockchain, il peut aussi croiser la certification de compétences. Et donc, le dispositif de Token for Good va évoluer comme un modèle de validation des compétences et des engagements auprès d'organisations. Je vois que c'est la formulation un peu compliquée, mais je vais vous l'éclairer. Grâce à la blockchain comme outil de certification. Typiquement, vous êtes toujours dans une école, vous êtes toujours en Audencia. Audencia a procédé à la blockchainisation des diplômes de ses étudiants en remontant jusqu'à 2012 sur les principaux programmes. On a une population d'à peu près 10 000, on va dire, blockchainisés. À peu près, on va prendre une grande bouche, 10 000 blockchainisés. C'est comme incubé, hein, ça ne me pas trop. Blockchainisé, incubé, c'est un peu, ça ôte un peu le côté humain en chose. Donc l'étudiant, il se retrouve finalement, quand il sort de l'école, avec son diplôme attesté, vérifié, certifié par la blockchain, et il peut le présenter comme un badge à n'importe quel employeur. Il n'y a plus de possibilité de falsifier son diplôme, et notamment de falsifier ses compétences ou son parcours sur LinkedIn. Enfin, tout LinkedIn ne vérifie rien des informations que vous mettez. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, en faisant une recherche sur le mot Audencia, diplômé Audencia, on s'est retrouvé avec 52 000 diplômés, alors qu'il y a 32 000 alumni. Donc il y en a 20 000 qui chipotent, enfin ça va pas, il y a un truc, alors peut-être qu'ils ont fait un petit semestre chez Audencia, peut-être qu'ils ont fait un petit module de rien, peut-être qu'ils ont démarré leurs études puis qu'ils les ont pas fini, mais enfin bon, il y a un problème dans les chiffres. Donc vous pouvez avoir en première partie donc, la blockchainisation de votre diplôme. Là vous êtes sur votre parcours académique classique,
Et on est capable de tracer tout ce que vous avez pu suivre comme cursus académique au sein de l'école. Mais les étudiants de l'ENSIA, les étudiants des grandes écoles, sont des étudiants dynamiques qui s'impliquent beaucoup dans la vie de l'école. Il y a généralement pas mal d'associations au sein de l'école. 27 26. Ah, j'aurais très lu. 26 au sein de l'ENSIA, et chacun s'engage et contribue au sein de ces associations. Ça crée de la compétence. Ça crée aussi de l'engagement vis-à-vis de l'école. Et on s'est dit, ça aussi, c'est traçable, c'est certifiable. L'activité que l'étudiant déploie auprès d'une association d'école, on peut le certifier et le mettre dans sa blockchain. Et puis en allant plus loin, on s'est dit, mais l'étudiant, il n'est pas forcément actif que sur les associations d'école, ou des fois pas du tout, mais sur d'autres associations. Et pourquoi pas lui certifier son engagement citoyen auprès d'associations partenaires de l'école dans un premier temps. Je prends un exemple. Un étudiant qui va aller nettoyer une plage polluée sur la côte atlantique, qui va passer 4 samedis matins de suite à aller nettoyer la plage avec l'association WWF qui est partenaire de l'école de l'ENSIA. Et la WWF pourra certifier avec un certification token que cet étudiant a bien eu cette action citoyenne. Et finalement, en agrégeant l'ensemble de ces éléments, vous obtenez ce qu'on peut appeler le CV du futur ou le CV de demain. Vous avez toute l'identité numérique de la personne sous forme de badge BVT, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure sur la partie techno. Le business model de notre start-up, je dirais qu'il est encore en cours d'évolution, n'est-ce pas, Martin? Puisque lundi dernier, nous avions encore l'atelier sprint business model pour mettre vraiment la touche finale à des propositions qui vont être faites la semaine prochaine au conseil d'administration, mais c'est plus chaud. Mais malgré tout, comme on est sur le utility token et le certification token, on est également sur 2 jambes pour le business model. La mise à disposition d'une plateforme, donc la plateforme qu'on a créée, et là on est dans une licence SaaS avec un mode, le package plateforme, la licence, et puis éventuellement le conseil pour l'implémentation, et puis l'édition de token. Pour que le système fonctionne, il doit y avoir des tokens dans le dispositif, puisqu'il y a des échanges. Je vous rappelle que ce n'est pas une monétisation, donc on ne peut pas échanger ces tokens contre des euros. Le token s'échange toujours contre de la contrepartie de service. Donc à l'émission de tokens selon le capital qui est décidé pour telle ou telle organisation, et puis un token forward prélève une partie de commission, et à la consommation de services, token forward prélève également une commission. Alors certainement pas une commission si les services sont rendus par l'école, parce que la pauvre école est un peu partout, mais en revanche, vous en rentrez des organismes tiers, comme OnePoint par exemple, dans notre catalogue de services, qui pourraient proposer certaines choses, n'est-ce pas, à négocier, eh bien il pourrait y avoir une commission d'apporteur d'affaires. Eh bien voilà, moi j'ai fini sur la partie théorique de Token Forward, et je vais laisser Stéphane vous démontrer la partie plus visuelle et plus pratique. Alors, toute ma vie, toute mon là, c'est pas chic, et je fais dessus. Je fais la première, là c'est bon. Si ça vient, ça va mieux, il faut que ça charge. Voilà, la mystique est arrivée. Et là, tu peux. Tu peux si tu as besoin de ça, non. Si, attends, regarde à la flèche. Tout en haut à droite, dans le menu. Ah oui, donc il ne voit pas. J'arrive. Voilà, on était. Merci Isabelle. En fait, on parlait de blockchain, mais en fait, l'idée c'est de ne pas la faire trop transparaître. C'est vrai que ce sont pas des concepts qui sont encore hyper démocratisés, on va dire. Donc l'idée c'est de surtout avoir une plateforme qui apporte la meilleure expérience possible, donc il y a eu un vrai travail de fond avec Isabelle qui présente, qui nous a accompagnés pour repenser tout le parcours, parce qu'on avait un premier prototype il y a 1 an quand je suis arrivé, qui était assez simple, qui mettait en place déjà un premier cas d'usage sur le mentoring comme on évoquait. Et il n'y avait pas tout ce parcours qui est le plus important d'inscription, d'onboarding, et de
d'attraction. Voilà, pour faire déjà dans un premier temps comprendre au mieux auprès des alumni et des étudiants l'objet même de la plateforme, l'utilité, que ce soit disons, un must-have des apps qu'ils puissent avoir sur leur téléphone. Donc voilà, donc je vais faire un parcours simple d'étudiant qui s'inscrit, qui va faire une session de mentoring, qui va pouvoir trouver le bon matching, et puis on pourra repasser après du côté de la plateforme pour regarder un petit peu comment ça s'est passé côté mentor, et même, voilà, si on a le temps, je vous donnerai un petit peu les éléments autour du portefeuille, voilà, les jetons qui ont été transférés, les transactions, voilà, mais on va se mettre dans la peau simplement d'un étudiant qui découvre la plateforme. Donc ça, c'est ce qui est en ligne aujourd'hui, une nouvelle page qui résume bien nos partenaires, les témoignages, on a plus les textes, des témoignages sur les démos, mais en tout cas, pour que ça marche, on a simulé le parcours. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous allez voir des évolutions qui ne sont pas encore mises en ligne, mais qui vont arriver très bientôt, grâce à Clément, qui est là aussi, qui a travaillé d'ailleurs sur toute la partie, on vient de voir, déconnectée. Et donc je vais me connecter, Jean Roquet fait partie de nos étudiants inscrits. Dans l'idée, c'est qu'on ne voit pas ses mots de passe, évidemment. Mais en tout cas, il arrive sur ce premier écran. Voilà, mais en tout cas, je glisse aussi le fait qu'on ait fait un atelier focus group aussi chez OnePoint avec des étudiants et des alumni pour repenser le mentoring et aussi pour faire un crash test. Et on est pas mal d'enseignements, notamment pour simplifier cette première partie d'inscription avec du scrapping, la récupération en tout cas de données qui pouvaient être existantes de par ailleurs. C'est toujours intéressant et confortable de ne pas avoir à ressaisir des choses. Donc l'idée c'est de proposer simplement la base de données référente, je dirais, en termes de CV, un profil. Donc c'est LinkedIn, donc un scrapping qui s'opère et qui récupère les informations de base que chacun a saisi, donc notamment tout ce qui est autour de sa formation Redexia. Et il sera invité avec un système de gamification que je vais revenir pour compléter la suite. Donc là, ça y est, on a simplifié cette étape qui aujourd'hui lui demande de remplir l'intégralité de son parcours, à simplement son diplôme. On arrive donc sur son tableau de bord, et donc comme je disais, il y a un petit incentive, donc on va émettre un peu de gamification au fur et à mesure pour engager un maximum. Donc on va gagner 2 tokens en plus si on complète son parcours et 2 tokens également si on parraine un ami, pour essayer d'engager un maximum de personnes. Donc le système de notification pour l'instant est simple puisqu'il n'y a qu'une seule interaction, on vient juste de s'inscrire. L'idée c'est qu'après, au fur et à mesure du parcours, d'expérience, ça se complète. Donc là on a des recommandations, donc on est un petit peu, on va dire, je compare ça un petit peu à un site e-commerce parce que c'est vrai qu'on a un mode de recommandation, de mise en avant, qu'on pourrait avoir des promos, peut-être, je sais pas si éventuellement plus important avec les personnes, et de l'alumni, mais dans l'idée, suivant le profil, on va avoir des alumni qui vont être mis en avant et qu'on va avoir après aussi qualifié par le moteur de recherche qui est en place, pour de trouver au mieux. Donc là, comme je disais, on vient juste de s'inscrire, donc l'activité elle est assez simple, il n'y a plus de service dans un sens ou dans l'autre. En tant que. Alors, une petite faute, c'est vrai que les étudiants gagnent 100 tokens et les alumni en gagnent 20, puisque justement on motive les étudiants dans un premier temps justement à faire des sessions de mentoring qui coûtent 20 tokens jusqu'à en atteindre un certain nombre pour avoir accès au catalogue de services. Donc les étudiants ont plus de tokens que les alumni pour les motiver justement à solliciter des alumni. Les chiffres ne sont pas à jour non plus sur la communauté puisqu'on a presque à 300 aujourd'hui. Et puis en termes de transactions, c'est j'ai plus de chiffres en tête, mais voilà. Donc, l'idée c'est d'avoir ce dashboard qui permet d'avoir une vue un peu large. Et donc là je vais me dire, j'aimerais bien me faire une session de mentoring.
Je suis en pleine recherche de stage, je vise un certain secteur d'activité, j'aimerais bien voir un peu dans le réseau qui pourrait m'aider, qui pourrait me conseiller. J'ai un CV, j'aimerais bien le tester avec quelqu'un. Enfin, voilà. En tout cas, il faut que je cherche la bonne personne pour m'accompagner. Donc, je vais m'orienter dans le mentoring. Et donc, j'arrive voilà, sur cette partie qui me propose donc le mentoring, tout simplement. Et donc, dans l'idée, c'est d'abord, on retrouve un peu nos top match, parce que c'est mis en avant, mais voilà, l'idée, on peut connaître le nom de la personne, on peut l'avoir croisé, on peut voilà, se dire, je vais le solliciter donc, en tapant simplement, mais on a voilà, des facettes, hein, on se retrouve un peu dans un site e-commerce, hein, où on a des catégories finalement qui permettent de filtrer par facette la ligne qui correspondrait. Donc, dans l'idée, c'est que je suis en pleine recherche de ScienceCom par exemple, et j'ai envie de faire un stage chez OnePoint. Je vais plutôt m'orienter vers le digital marketing. Hop. Et voilà, donc je vais afficher les résultats. Et donc on va tomber sur des alumni qui répondent à ces critères, tout simplement. Donc je vais pouvoir consulter un petit peu plus en détail le parcours de cet alumni, avec justement si l'alumni a bien suivi toutes ces vérifications en complétant les infos et puis nous ce qu'on va pouvoir scraper, il y a un profil assez bien rempli. Donc dans l'idée c'est qu'on a une verticale sur les pays, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont aussi à l'étranger, il y en a beaucoup qui viennent en France, donc il y a un système de langue, forcément qui va plutôt orienter aussi les discussions. On a voulu jouer aussi un peu sur les soft skills, les hobbies, donc chacun va choisir un portrait chinois, un animal totem ou une guitare, quelque chose qui peut être un peu un icebreaker dans le cadre de mise en relation. Tiens, tu aimes aussi guitare ou tennis. Voilà, c'est des petits trucs qui sont plutôt dans le cadre pour faciliter les choses. Et puis après, on va se retrouver sur quelque chose qui est assez standard, qu'on retrouve sur des plateformes quelques de Octolib, pour pas les citer, où on va retrouver tout simplement un calendrier partagé que l'alumni aura créé et géré de son côté par rapport à ses disponibilités. Alors c'est vrai qu'on a fait des sondages justement pour voir un peu quels étaient les créneaux dans la semaine et dans la journée, sur ce qu'il est, et le quota surtout par mois, sachant que l'idée c'est que c'est une entreprise de 1h30 qui peut se dérouler en 2-3 fois avec une première prise de contact, celle qui sera un peu un jour de brief, et puis un second rendez-vous qui sera peut-être plus complet. Donc dans l'idée c'est qu'aujourd'hui on a 2 types de mentoring qui sont valorisés différemment, on pourra en avoir un peu plus par la suite, mais ça tourne globalement sur... pardon. On veut dire que le mentoring c'est bien un cas d'usage. Total for You n'est pas une plateforme de mentoring, donc on est vraiment sur le traitement et on a ça à vous montrer pour le moment parce qu'on est au stade du prototype. Donc, mais effectivement, ça reste un seul cas d'usage et on commence à réfléchir à d'autres cas d'usage possibles maintenant. Merci. Et en plus, c'est ce qui est en ligne aujourd'hui. Donc là, on voit la partie redesignée, la version redesignée, je dirais. Mais en tout cas, on peut déjà prendre et booker des sessions aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est de laisser le choix. Après, en général, on imagine que ce sera plutôt en visio. Vu que les alumni sont quand même assez éclatés, à l'international, à Paris, typiquement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont plutôt sur Nantes. Donc voilà, le rendez-vous, là je suis un peu dans le côté logistique, je dirais, de la prise de rendez-vous, avec un résumé en dernier écran, là, qui me donne l'ensemble des éléments, avant la confirmation, qui va envoyer un email au mentor avec le lien d'agenda qui bloque le créneau, le lien visio, sa notification,
et donc le billet étudiant a été décrémenté de 20 tokens, et donc il n'y en a plus, il va falloir qu'il en gagne après. Et ça c'est aussi dans les cas d'usage sur comment gagner des tokens pour pouvoir les dépenser et boucler la boucle. Alors on a beaucoup joué aussi alors sur le contenu, sur le côté pédagogique. Je parle de la pédagogie autour du mentoring, puisque bon, il y a tout ce qui va être la partie de logistique, mais aussi la bienveillance. On a fait un manifeste qui permet d'encadrer un peu justement le cadre, je dirais, des échanges. C'est pas du coaching, c'est vraiment encore une fois dans la bienveillance, dans le for good. Donc voilà, il y a tout un tas de contenus qui sont aussi disponibles, même en version déconnectée, dans un index, qui encadre un peu tout ça, et qui permettent de préparer au mieux de toute façon sa séance. L'idée, j'ai vu faire le dernier écran qui s'appelle Excuse-moi. Donc voilà, il y avait aussi des petits éléments qu'on pouvait rajouter avec notamment peut-être un CV, ou en tout cas compléter cette demande de rendez-vous et qui en fait finalise. Tu peux attendre des points. Et non, ça se finit comme ça. C'est bien ça. Donc voilà, donc ça c'est l'idée aussi de présenter ce qui va devenir une application mobile. On est en responsive, mais on est mobile first évidemment. Donc tout a été pensé vraiment mobile. C'est là qu'on utilise le plus LinkedIn, on est un peu sur les mêmes temps d'usage, en tout cas cas d'usage, cas d'utilisabilité, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est quand même dans ces moments-là qu'on gère le plus les choses, peut-être moins côté alumni, qui doit recevoir son email, qui est plus l'occasion d'être sur son ordinateur, mais voilà, en tout cas pour la partie étudiante, voilà où on en est. On peut rapidement partir sur la partie. L'autre côté du tunnel. Voilà, donc la partie en même temps. Je te laisse rentrer ton code parce que je. Donc je vais là, tu veux que j'aille là. Donc c'est vrai qu'on a l'or est en light mode, par défaut sur son ordinateur. Parce que je suis l'ancienne génération. Donc du coup, j'aime pas le noir. Mais finalement, je trouve que ça rend mieux sur le noir, donc je vais me passer en dark mode. Donc on retrouve l'interface SSO de Dacia. On passe finalement, parce que le prototype a été développé avec les premiers usages par Audencia, on repasse effectivement par le SSO Audencia, qui sera le SSO de votre client, et là ça va mettre un petit peu de alors temps c'est mis à un se jeu charger. plus en refactoring justement et changement de données, donc il y a un petit truc qui a sauté avec le dernier déploiement. Ce que je voulais C'est montrer. pas chargé encore, on est toujours à zéro. Ouais. Tant que c'est pas chargé, tu peux pas sur le schisme. En fait, c'est dans ces dashboards qui mine un peu, mais qui va être réparé là. Donc en fait, non, ce que je voulais montrer surtout, c'est que le mentor vient de gagner des tokens. Enfin, on va dire qu'il a fini sa session avec l'alumni de mentoring, et donc du coup, il va pouvoir dépenser ses tokens. On a chez l'or 76 tokens, quelques sessions de mentoring fictives. Quand je cherche le cobaye, on prend toujours mes tokens et on n'en revient jamais. Voilà. Donc, suite à sa contribution, et là, on va pouvoir avoir des contreparties. Donc, on est dans la deuxième partie du cercle, je dirais, avec un catalogue de services. Alors aujourd'hui, c'est exclusivement des services proposés par Audencia, qui sont des avantages quelque part. Donc si on prend par exemple, on va prendre peut-être celui-là, qui sont typiques de réduction sur la certification. Donc ça c'est des choses dont on a la primauté. On a le moitié prix sur un ensemble de certifications qui sont portées par Audencia. Donc qui donnent quelque part une équivalence token euro, mais qui sont quand même cachés par rapport à cette contribution. Donc tu n'as pas assez de sous, donc il faut encore faire du mentoring pour le prendre. Je suis tombé sur c'est la plus chère des contreparties. Donc c'est sûr que on est sur
un des services les plus engageants pour Audencia. Après, il y en a qui sont beaucoup plus simples qu'on a dès le début, avec peu de tokens, je dirais. Bon, je ne vais pas rentrer peut-être dans tout le catalogue, mais c'est pour vous donner quelques exemples sur les conférences, des publications, on a accès à des études XAFI. On peut être accompagné par des documentalistes, par exemple, pour faire des recherches par rapport au Knowledge Hub d'Audencia. Rapidement, on va avoir potentiellement d'autres fournisseurs de services. OnePoint est un bon candidat pour proposer peut-être des salles, proposer des séances de coaching aussi. C'est des choses qui sont envisagées. Donc on a des idées pour remplir ce catalogue et rendre aussi la plateforme le plus attractive possible forcément pour les alumni, puisque ça correspond aussi à notre campagne qui a été faite d'abord envers les alumni pour attirer un maximum de compétences et d'expérience et d'expertise, afin que les étudiants qui vont arriver, aujourd'hui ils sont que à peu près 80, donc on a une campagne qui va être lancée et qui correspond à une bonne base initiale, je dirais, d'alumni, pour qu'ils puissent les solliciter, et puis un timing aussi de stage, etc. Donc, oui, alors ce que je peux dire en quelques mots, c'est qu'il y a deux vraies blockchains. Il y a Bitcoin que tout le monde connaît, et puis Ethereum qui est utilisé en mode applicatif. Et c'est une très bonne blockchain décentralisée, mais elle est très lente. Alors là je ne suis pas du coup très probant, puisque en fait nous on est sur une surcouche Polygon qui accélère, je dirais, toutes les transactions, qui diminue les frais de transaction, parce qu'à chaque fois qu'on inscrit une information sur la blockchain, on paye une commission. Et donc, je vois que ça ne tourne pas très bien. Je vais plutôt aller sur les chiffres de la communauté, on voit toutes les interactions qu'il y a eu. C'est l'effet des mots. C'est l'effet des mots, on est d'accord. Peut-être un peu de wifi aussi. Voilà. En tout cas, l'un des arguments forts de l'utilisation de la blockchain, c'est que c'est une blockchain publique décentralisée. Donc on peut voir toutes les transactions qui sont passées. On ne peut pas forcément l'associer à la personne. Donc on voit qu'il y a des transactions qui passent, on voit que c'est actif, mais on ne peut pas mettre un nom. Donc c'est pseudo-anonyme, donc on ne saura pas combien de tokens tu as sans te connecter grâce à ton adresse. Et donc si je vais un peu plus loin, c'est sûr qu'on peut aller sur ce qui s'appelle le Polygon Scan, qui est l'observateur de toutes les transactions, de tous les smart contracts. Donc là je suis sur le smart contract qui a été déployé sur Polygon, où on voit l'ensemble des actions. Donc il y a la dernière action date d'il y a 4 heures. Donc on a quelques interactions par jour, que ce soit des inscriptions, que ce soit des... je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de sessions d'entrée pour l'instant, mais en tout cas ça commence à s'activer. Mais en tout cas, vous voyez que les coûts sont très très faibles. On voit ça ici. Après, je ne vais pas trop rentrer dans cette partie backstage, justement, essayer de cacher ça, parce que je veux dire, c'est plutôt le comment, à quoi ça sert plutôt que comment ça marche, je dirais. Donc je pourrais, juste après, revenir sur des questions si vous en avez sur cette partie technique. Voilà. C'est une observation que j'ai reçue assez vite quand on a présenté le projet, c'est de se dire oui, mais alors les alumni, ils reviennent à l'école, ils ont de redonner à l'école ce que l'école leur a donné. Je dis très bien, si vous continuez comme ça, il n'y a aucun problème me concernant. Ça touche 1000 alumni sur votre communauté de 32 000. Donc comment vous faites pour les autres, finalement, pour les embarquer? Et je me suis dit que la reconnaissance et la récompense étaient quand même deux leitmotivs assez humains, finalement. Quand on contribue, on aime bien être reconnu dans notre contribution. Et puis si en plus on a un bonus au bout du parcours, ça nous incite à revenir et à refaire. Et donc c'est toute cette logique-là, mais on ne monétise pas une relation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas échanger nos tokens, ils restent dans un circuit fermé et les tokens ne peuvent pas être échangés contre les autres. Ni les certificats. Ni les certificats.
au bout du compte, les contreparties sont importantes dans le modèle. Enfin, voilà, comment vous gérez le catalogue de contreparties? Là, on a vu quelque chose d'assez ciblé au Audencia. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus large? A priori. Là, sur le champ, quoi. Oui, sur le champ. C'est vrai que c'est plus facile de partir sur des services qui sont déjà proposés aux alumni. On ajoute le petit bonus en disant que vous aurez un discount supplémentaire sur une formation continue ou accéder au Knowledge Hub, mais on ouvre le catalogue aux partenaires de l'école. Dans un premier temps, rester sur un périmètre, mais on n'est pas là pour composer une marketplace à Amazon. Donc on est déjà de toute façon ciblé sur des acteurs qui restent toujours dans ce schéma de l'échange de savoir et d'être dans ce service, dans la connaissance. Après, on a pas mal d'alumni qui sont double diplômés, qui font business school et ingénierie. Et dans l'idée, c'est mon nom d'intitulé Centrale, par exemple. Et c'est vrai que ça intéresse pas mal Centrale. Donc l'idée, c'est peut-être que des centraliens aient accès à des services d'Audencia. Donc on peut croiser à un moment donné aussi les écoles. C'est un peu une théorie des graphes, parce qu'il y a des associations, il y a l'école, il y a l'écosystème, il y a d'autres écoles qui ont leur écosystème. Donc après, tout ça peut être lié. On ne peut pas aller trop quand même sur une marketplace, avoir une palanquée de services trop important, mais en tout cas, il faut que l'économie tourne, enfin, il faut des entrants, forcément. L'idée de départ, quand on va proposer la plateforme à un futur client, c'est d'avoir crash testé un certain nombre de services qui fonctionnent bien, en disant, voilà, typiquement, quand vous êtes sur la confirmation du mentoring, ce service-là est beaucoup sollicité, donc ça correspond à un besoin finalement des alumni. Malgré tout, on va respecter chaque culture d'école ou du client et on va analyser avec le client potentiel vers quel type de service il va s'orienter aussi. La commercialisation de Token for Good, elle va se faire en marque blanche. Donc il faut correspondre à l'identité culturelle du futur client, tant dans les cas d'usage que dans les contreparties de services qui sont proposés. Et puis on va imaginer aussi que finalement les étudiants, à un moment donné, pourront être fournisseurs de services. Et c'est le cas, par exemple, quand un étudiant étranger arrive, il est accompagné, on peut imaginer qu'il ait une rémunération parce qu'il a justement appris français, peut-être un étudiant chinois ou ce genre de choses. Donc il y a aussi, c'est des services qui peuvent être faits au niveau des étudiants. Ça, c'est un commentaire effectivement qui émerge et sur lequel on est en train de travailler. Tout à l'heure, Stéphane nous a montré que l'étudiant, quand il avait pris son mentoring, il avait eu 0, son portefeuille électronique était vidé. Donc il fallait se dire comment il arrive maintenant à le remplir. Et on a eu cette idée de passer par le biais de la Junior Conseil Audencia et de les inciter à aller finalement enquêter auprès des étudiants en disant qu'est-ce que vous pourriez vous rendre comme service entre vous, qu'on pourrait nous valoriser dans Token for Good, et quels sont vos engagements finalement citoyens auprès d'associations qui vous importent et qu'on pourrait également certifier à ce moment-là dans Token for Good auprès des étudiants qui n'étaient pas la communauté de départ auquel on avait pensé pour aborder le projet. Eh bien, on a de nouveau ce Utility Token, donc les services inter-étudiants, faire visiter une ville, donner des cours de langue, apprendre des cours de cuisine, un soutien en maths, je ne sais pas, ils sont en train d'imaginer plein de choses, on va avoir les résultats de l'enquête dans pas longtemps. Et puis également cet autre genre, donc Certification Token, qui est là dans l'engagement sociétal. Au départ, on s'était dit, on va aborder notre terrain d'expérimentation en allant solliciter les alumni à venir sur la plateforme pour constituer un vivier de façon à ce que quand les étudiants les rejoignent, eh bien, ils trouvent déjà une offre de mentors possible. Alors, comment dire, bouger les alumni, c'est un petit peu compliqué. Ça demande une forte énergie en termes de communication et de conviction. Les alumni, ils sont hyper sollicités par tous les services de l'école et par la vie dans laquelle ils sont. Ce sont tous des professionnels, donc ils reçoivent énormément de mails. Et le mail de Token for Good, il apporte beaucoup d'impact quand il arrive. Et on s'est dit, plutôt que de s'acharner à créer et à faire monter une communauté d'alumni, pourquoi pas changer de prisme et passer par les étudiants. Les étudiants, ils sont captifs, on les a sous la main, ils sont à l'école. Et les étudiants, c'est les futurs alumni. Et donc, c'est de travailler cette notion d'ambassadeur auprès d'une communauté qui, d'abord, est moins craintive face à la blockchain et face à tous ces outils-là, ils s'en parlent très facilement. Et donc, c'est de se dire, réfléchissons aussi à d'abord engager peut-être les étudiants au sein de la communauté. Et à partir du moment où on va voir qu'on a une communauté d'étudiants forts, ça va peut-être interpeller aussi les alumni en disant ah oui, là j'ai un vivier potentiel de jeunes qui se sont engagés, donc c'est peut-être mes futurs talents, et je vais aller les
passer. Et on se dit que la mayonnaise va peut-être mieux prendre dans ce sens-là que dans l'autre. On fait un test. Bon, on en a 1 heure à peu près, presque, là. Si vous voulez qu'on continue de façon plus informelle, ou si il y a des Moi, questions. une question pour poursuivre l'échange, c'est en fait là, c'est normal de travailler sur le scope de l'ENSIA et des alumni, des relations étudiants alumni, puis alumni dans la durée. Mais quelque part, par rapport à ce que vous disiez sur les experts femmes des femmes, ça se transpose assez bien à d'autres communautés, d'autres sphères professionnelles. Donc ça, c'est aussi un point que vous avez la jeunesse, en tout cas. On l'a dans notre scope de réflexion. Puisque de toute façon, la blockchain, c'est un modèle interopérable. Donc à partir du moment où vous l'avez mis en place sur une façon de fonctionner, ça doit fonctionner ailleurs. L'interopérabilité, je déteste ce mot, finalement, c'est ce que disait Stéphane aussi tout à l'heure, ça peut permettre aussi de connecter des organisations entre elles, d'établir des passerelles plus simples d'échange. Et donc l'idée, c'est qu'on est dans le capital immatériel, c'est le partage du savoir, donc c'est ça qu'on essaie de valoriser. Il y a tellement de cas d'application par secteur d'activité, et tout le système du for good, le système associatif. On a même dans l'idée potentiellement de vraiment engager les associations pour aider à ce qu'il y ait plus de bénévolat, que ce soit une motivation, je veux dire, une traçabilité en même temps, dans tout ce qui a un impact positif. Donc on a tout un tas d'exemples. Outre la formation, on a tout ce qui peut être par la bienveillance et le partage. Bon, c'est très éthique, mais après pour un acquéreur quelque part de token for good, comme les Lensia aujourd'hui dans la démarche, c'est aussi une façon de valoriser finalement l'établissement qui offre cette possibilité-là. Et du coup, voilà, ça devient une force aussi. C'est le capital immatériel qui rentre un peu dans le bilan. C'est l'élément différenciant, je veux dire, pour une école. Les écoles entre elles, comment elles arrivent à se différencier. Il faut trouver d'autres vecteurs. Donc, je vous parlais tout à l'heure des classements. Dans les critères des classements, il y a la dynamique d'une communauté. Est-ce que cette communauté vit bien? Nous, on apporte la preuve irréfutable. On ne fait pas de fake. Parce qu'on grossit toujours. Oui, ça marche super bien. On sait bien comment on traite les chiffres de temps en temps. Ils sont un petit peu élastiques. Et là, la blockchain rend une preuve irréfutable que cette communauté est véritablement dynamique avec des interactions de tout type qui sont valorisées. Ça, c'est l'intérêt. Et puis c'est vrai qu'Audencia est partenaire de tout un tas d'écoles, et l'idée d'avoir des ponts comme ça entre les écoles, que ce soit business school ou école d'ingénieurs, parce qu'il y a l'entrepreneuriat derrière. Aujourd'hui, beaucoup de gens se dirigent très rapidement vers l'entrepreneuriat avec des bonnes idées, l'innovation. Et là, c'est une communauté avec potentiellement des rapprochements qui peuvent être très bénéfiques à l'international. Aussi. Et entre peut-être moins à l'échelle de l'ENSIA en tête, mais à l'échelle des enseignants. On a pensé, oui, bien sûr. En fait, ils sont partie prenante, évidemment, mais parfois, ça sort du cadre du simple enseignement. Il y a du conseil, il y a du mentoring. On a des professeurs qui accompagnent des étudiants sur leur projet entrepreneurial. Et c'est vrai, quand on l'a pensé, quand on l'a présenté dans le cadre du plan stratégique, ça concerne toutes les parties prenantes de l'école. Et typiquement, on a au Knowledge Hub des personnes qui ont parfaitement bien compris le système et qui ont dit alors l'alumni qui est en reconversion, qui a besoin d'accéder à des bases de données entreprises, parce qu'il a plus de moyens de se documenter, il n'est plus dans un milieu économique porteur. Il va faire un mentoring, il aura des tokens, il va aller vers le Knowledge Hub et puis accéder à des bases de données type de passe, etc. C'est pas forcément simple. Déjà, formuler sa demande, ensuite analyser et quantifier les résultats obtenus. Et bien, le Knowledge Hub dit moi, je demanderai une documentaliste d'accompagner cet alumni, de prendre l'expression de son besoin, de chercher pour lui, de valoriser tout ça. Puis, comme elle aura contribué au bien de la communauté Audencia, on va donner des tokens à cette documentaliste qui fait donc partie du staff, qui est une partie prenante de l'école. Et puis elle me dit, ma documentaliste, elle va aller faire du coaching, elle va aller prendre des séances de coaching, développement personnel, et ça va être tout super. Et elles ont typiquement, Anne et son équipe ont parfaitement compris le système de
Token for Good qui ne se cantonne pas non plus qu'à la communauté des alumni, des étudiants, même si cette communauté illustre très facilement finalement le principe, mais tout le monde peut en bénéficier, les professeurs aussi, à partir du moment où ils sont contributifs sur un projet entrepreneurial d'étudiants. Alors, ça ne va pas remplacer, on ne va pas dire un alumni qui donne un cours rémunéré va avoir des tokens. Non, seulement il y a une rémunération qui rentre en jeu, il n'y a pas de token. Donc ça vient finalement pallier. C'est vraiment la récompense et la valorisation d'une action bénévole. Et on peut certifier par contre que ça mérite. On peut certifier ça. Justement, on parlait de tokens pour faire un flux d'échange de services, mais vous avez énoncé justement la notion de certification. Je n'ai pas vu, il peut apparaître dedans à quel moment. Ça sort pas tellement, en fait, c'est du NFT, hein, forcément. Enfin, on va valider potentiellement des micro-compétences. On n'est pas encore dans un CV complet ou un diplôme. Enfin, l'idée, c'est d'avoir plutôt des micro-certifications sur des choses qu'on peut prouver, authentifier. Alors, on a tout un tas de pistes pour vraiment authentifier qu'il est bien les ramasser et déblayer une plage avec la WWF. On peut avoir des certificats des employeurs aussi, par exemple sur des stages ou des choses comme ça, mais l'idée c'est de micro-certifier. Alors il y a aussi cette idée aussi par exemple, de gamification que j'évoquais, où par exemple un mentor qui aurait fait une cinquantaine de sessions, mais il aurait son badge qui certifie que c'est un super mentor. On n'a pas encore complètement, bon, déjà c'est pas déployé pour l'instant, c'est un autre. Mais c'est voilà, il y a plein de cas d'application.